Bonjour tout le monde, Éric Legault. Je suis associé CIO sur demande chez FCO. Toujours un plaisir de faire ces présentations-là avec mon collègue et ami Mehdi Tallé. Mehdi, si tu veux te présenter? Oui, merci Eric. Bonjour tout le monde. Mehdi Tali. Je suis le cofondateur de groupe Atlas et collaborateur avec Efficio, avec un background technique en infrastructure et dans le domaine de cybersécurité depuis quelques années. Très belle expérience et très bel ajout avec nous. Merci, Mehdi. Aujourd'hui, on revient encore sur la cybersécurité. C'est drôle, on en parle beaucoup et je pense qu'on n'en parle pas encore assez. Il y a beaucoup de pédagogie à faire encore là-dessus, de sensibilisation. Et aujourd'hui, on voulait faire un petit tour de l'état de la nation, peut-être à ce niveau-là, et de voir quel genre d'approche les organisations pourraient avoir pour adresser cet enjeu-là. L'agenda qu'on va faire, le webinaire va durer environ 30-35 minutes. Là, on veut laisser le temps pour les discussions, puis on veut aussi vous laisser le temps, tout le monde. Presque tout le monde a une rencontre à 13 heures, donc on va avoir quelques minutes. Fait qu'on va essayer d'être efficace et concis. On va d'abord parler de la situation. On va regarder quelques statistiques qui vont nous donner, on dit des statistiques alarmantes. Là, on ne veut pas être alarmiste, mais la situation n'est pas évidente pour les organisations. Donc, on va dresser un petit topo de tout ça. Mais dit, on va regarder des fausses perceptions hein, dans les différents mandats qu'on fait, les discussions avec nos clients. On voit qu'il y a des mythes qui malheureusement persistent encore et qui empêchent les organisations d'adresser la gestion des cyber-risques. Donc, Mehdi, tu vas nous amener de la lumière là-dessus. On va aussi discuter de la complexité qui grandit. C'est de plus en plus compliqué. L'écosystème est vaste et comme on dit tout le temps, c'est un jeu la police et les voleurs, chat et souris. Là, tout le monde s'améliore là-dedans et ça devient de plus en plus compliqué. Ça serait quoi une approche intégrée pour s'occuper de la cybersécurité intelligemment et bout en bout? Puis on va faire un petit wrap-up. Pardon. Si on regarde quelques chiffres récents qui nous donnent une vue de ce qui se passe au niveau de la cybersécurité, il y a un rapport intéressant. Si vous avez la chance d'aller voir ça, c'est un superbe rapport. J'ai rencontré récemment les gens qui l'ont fait, très bien documenté. La BDC qui nous disait qu'en 2024, 73% parmi leurs clients sondés affirmaient avoir vécu un incident de cybersécurité. Puis ça, Mehdi, hein, souvent on se dit c'est peut-être sous-estimé, c'est peut-être plus élevé que ça, et ça donne froid dans le dos. Euh, Tout le monde est attaqué d'une façon ou d'une autre. Dans le même rapport, la BDC, ce qu'elle disait, c'est qu'il n'y a pas 50% des entreprises qui sont prêtes ou qui se considèrent prêts à gérer un incident de cybersécurité. Ça devient très préoccupant. Forrester va dans la même lignée, toujours dans la même année. Eux, leurs clients, parmi le sondage, parmi leurs clients, il n'y en avait pas 40% qui se sentaient prêts. Donc, on est à 60% qui ne sont pas prêts à gérer une crise comme ça. Gartner, lui, il va à 72 qui disent qu'ils ne sont pas prêts. Donc, on voit que les entreprises n'ont pas ce qu'il faut, n'ont pas mis en place ce qu'il faut pour gérer une crise. Et ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas l'intérêt de le faire. Des fois, c'est comment intégrer ça dans toutes nos opérations et dans tout ce qu'on a à faire. Une autre statistique qu'on trouve très intéressante, le Ponemon Institute, je vous invite à aller voir ce groupe-là. Vraiment intéressant ce qu'ils font comme analyse. Eux ont sorti une statistique récemment qui donne encore plus froid dans le dos. Parmi les clients qu'ils ont sondés, qu'ils ont analysés, ils analysent beaucoup de data, ces gens-là, 93% des entreprises avaient fermé après un an, avaient mis la clé dans la porte. Pour tous ceux qui avaient eu on va dire un downtime dans le langage TI, donc que les opérations avaient été arrêtées suite à un incident pendant 10 jours ou plus, 93% de ces entreprises-là ont fermé dans l'année qui a suivi.
Donc ça, je pense que c'est la statistique qui fait foi de tout et qui nous dit qu'il faut vraiment prendre ça au sérieux, même si on en parle, on en parle, on en parle. C'est assez préoccupant. Et le Centre canadien de cybersécurité, une source d'information très, très intéressante pour nous au Canada, qui disait qu'en 2023, les montants moyens payés pour les rançons, pour ceux qui ont payé, on est à plus de 1 million de dollars. Mais dit, tout ça, c'est préoccupant et on sent que les gens sont préoccupés, les dirigeants d'entreprise sont préoccupés. Pourtant, on voit encore beaucoup de mythes, hein. On voit de la fausse perception qui est faite. La première, peut-être que tu pourrais nous emmener un peu de lumière là-dessus, c'est ce qu'on entend, c'est la responsabilité des TI, la cybersécurité. Oui, absolument, Eric. En fait, il y a 2 points là-dedans. Premièrement, c'est que la cybersécurité n'appartient pas à TI seulement. C'est pas la responsabilité de la TI, c'est la responsabilité de l'entreprise. Tout le monde dans l'entreprise est impliqué dans la cybersécurité. Et selon moi, ça devrait descendre d'en haut vers le bas. Le président en premier, il faut qu'il soit concern par rapport à la cyber et puis Mhm. la posture de son entreprise. Ensuite, une couche plus bas, CVP, ses gestionnaires et ainsi de suite jusqu'à arriver à tous les employés. Le deuxième point, c'est que ce n'est plus pareil que la même ressource TI soit capable de gérer la cybersécurité. Tu sais, il y a 15-20 ans, on avait juste un anti-spam, antivirus à gérer. Là. C'était trop facile. On mettait à jour les signatures de notre antivirus et puis on était en business. Aujourd'hui, il y a tellement d'outils et les outils sont tellement sophistiqués que ça prend vraiment des expertises assez pointues pour être Ouais, capable de ouais. gérer ces outils-là. C'est pas, c'est vraiment pas ce n'est plus la même expertise. Non, tout à fait, tout à fait. Et ça me dit, hein, on a l'autre fausse perception, c'est peu importe la taille, là, hein, on entend des fois, oui, mais mon entreprise est tout petite, là, moi, là, je suis pas, j'ai pas à me préoccuper de ça. Et c'est pas vrai, hein, tout le monde on est tous dans le même bateau, peu importe la taille d'organisation, là. Tout à fait, tout à fait. Écoute, normalement, en fait, il y a plusieurs types d'attaques qui existent. Il y a un type d'attaque qui est entre les gouvernementaux, c'est-à-dire des pays qui se chicanent, puis après, il attaque l'autre pays, il paralyse les élections qu'on a vues dans le passé. D'autres types d'attaques, c'est que le propriétaire d'une entreprise qui a une bonne fortune, ben, il va être ciblé, puis les attaquants, ils l'attaquent pour être capable de récupérer une bonne somme d'argent. Ça, c'est l'attaque ciblée. Il y a d'autres types d'attaques qui existent que ce n'est pas ciblé, c'est pas gouvernemental. Il y a un petit adolescent qui est dans son sous-sol, puis il connaît très bien l'ATI, Ouais. c'est un génie, puis il s'amuse, trouve une vulnérabilité quelque part sur Internet, et puis pouf, il l'attaque, sans vraiment penser que qui est derrière cette vulnérabilité-là. Ça se peut que ça soit une Ouais. petite entreprise, puis bon, comme tu l'as mentionné, 10 jours downtime, la pauvre entreprise doit fermer les portes et les opérations. Fait que, des fois, on est ciblé, mais des fois, on est juste une victime parmi toutes. C'est Fait que ça, ça exactement. peut arriver à n'importe qui, en réalité. Autre perception aussi qu'on a entendue récemment, toi et moi, mais j'ai fait faire un Audi, là. Donc, Mhm. j'ai une image, là. Mais j'ai fait faire un Audi, donc je suis correct. Right? Ben, l'audit et la conformité, tu sais, il y a plusieurs entreprises qui disent, bon, je vais faire un audit Office 365 et puis bon, là, je suis secure. Ben, premièrement, quand tu fais un audit, ça couvre pas tout en entier. Deuxièmement, dans un audit, il y a un plan d'action qui sort. Si tu mets pas en œuvre ce plan d'action-là, après, l'audit, ça sert à pas à grand-chose. Ouais. Et la conformité, c'est pareil. Tu sais, dans le domaine de retail, de commerce de détail, il faut qu'on respecte la conformité PCI. Bon, le PCI, c'est juste un petit morceau de tout l'ensemble de la cybersécurité. Tu peux pas dire que je suis conforme PCI, alors je suis secure. Oui, tu es secure pour une partie, mais pas pour tout. Euh, D'autres perceptions
qui vient, c'est de l'assurance. Je pense que oui, c'est Ouais. exactement le prochain point. L'assurance est en train de devenir très, très, très populaire dans les entreprises et c'est une excellente nouvelle parce que autant que toi et moi, on a besoin d'assurer notre voiture et puis notre maison, les entreprises, elles ont besoin d'une assurance cyber aussi. Parce que, Ouais. comme on s'est dit, la taille n'importe pas. Là, je veux dire, c'est pas la question de si je vais faire attaquer, c'est la question de quand je vais faire Quand? attaquer. Ouais. Et là, l'assurance va aider les entreprises à récupérer quelques investissements. Par contre, si tu as une assurance, ça veut pas dire que c'est vraiment sécure. L'assurance va t'aider à remonter un peu au niveau de ta perte. Ce n'est pas une protection. D'ailleurs, un bon point à mentionner, c'est que il y a tellement de cas de ransomware actuellement dans le monde entier que les compagnies d'assurance commencent à réfléchir si ils acceptent le cas de ransomware à assurer ou pas. Là. Mhm. Moi, j'en ai vu quelques cas littéralement qui ont été refusés. Il assure tout sauf le ransomware. Ou Ouais. ils te mettent tellement de conditions que à un moment donné, ransomware tombe out of scope automatiquement. Ouais, c'est ça. Puis, mais dis-toi et moi, récemment, on parlait avec un assureur qui nous disait que, bon, la tendance revenait que c'était de plus en plus accessible pour les entreprises, les cyberassurances. Néanmoins, sans mesure de prévention, ben, on coche pas les bonnes cases et le prix augmente, hein. Donc, d'où l'importance de s'en occuper. L'autre perception, je reviens un peu dans mon histoire. Je me rappelle un patron qui me disait, Eric, on se cassera pas la tête, là, on va sécuriser la périphérie de l'entreprise, puis on va être correct parce que les attaques viennent juste de l'extérieur. Autre mythe à corriger, là. Tout à fait. En réalité, c'est un excellent point de commencer par sécuriser le périmètre parce que c'est exposé sur Internet. Mais ce qu'on appelle insider attack existe dans toutes les organisations. D'ailleurs, c'est une attaque qui est très, très, très difficile à prévenir et à protéger aussi. Il y en a des mesures, bien sûr, mais il faut le considérer à 100% aussi. Je veux dire, on parle toujours de la surface d'attaque. Ouais. Insider attack en fait partie d'une surface d'attaque. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Le- autre mythe là, qu'on entend malheureusement, et des fois peut-être bon, nos amis, les manufacturiers ne nous aident pas là-dedans avec leur stratégie de vente, mais j'ai acheté la meilleure technologie. Donc Ouais. je suis protégé, là. C'est très bien d'avoir une bonne technologie. En passant, une technologie qui est connue, best of breed, moi j'y crois. Mais si tu achètes la meilleure technologie de la planète, mais tu le configures pas comme il faut, ben, t'as rien gagné non plus. En fait, Ouais, il y a deux points dedans. Il faut que ta bonne technologie soit bien configurée par les experts, en préférence. Ensuite, il faut que tu le surveilles parce que tu peux bien configurer ton bon outil dès le départ, mais si tu le laisses aller pendant 6 mois sans donner un peu d'amour, dans 6 mois, ta posture va diminuer. Fait que ouais. t'es encore dans une mauvaise situation. En fait, tu commences par un bon outil à acquérir, tu le configures bien comme il faut, mais après, il faut le monitorer, il faut le Ouais. surveiller. Ouais, puis le volet de configuration avec les experts, je pense que c'est un bon point, Mehdi. Si on est dans la semaine du Grand Prix, je suis convaincu que moi, conduire une Formule 1, je ne tirerai pas profit de de cet outil-là. Donc, d'être Excellent exemple. accompagné, c'est une bonne chose. Et ces outils-là ne fonctionnent pas tout seuls, hein. Il n'y a pas de magie là-dedans, là. Surtout les outils de cyber, je veux dire, un routeur, tu peux l'installer et puis bon, il va faire son routage là. Bon, ça prend quelques configurations dès le départ, mais un outil de cyber, bah, les experts de cyber peuvent confirmer. Tu le plugs, tout est rouge dedans day one. Il va Les falloir sapins que de tu donnes Noël, hein, l'amour. Mehdi? C'est un vrai sapin de Noël. On préfère le côté vert que rouge, là, mais c'est ça. Day one, tu le plugs, tout est rouge dedans. Il va falloir que tu le fine-tune, il va falloir que tu le configures, tu le rendes beau, vert. Après, il va falloir que tu le maintiennes aussi, parce que les attaques s'évoluent.
Après une semaine, tu peux avoir des rouges qui apparaissent encore dans ton dashboard. Donc, c'est vraiment, ça doit faire partie des opérations et c'est au quotidien. L'autre point qu'on entend, j'ai délégué la responsabilité à une firme externe, je suis protégé, check, je suis en business. Une mauvaise perception. En réalité, c'est une bonne idée de outsourcer aux experts. Je veux dire, tu as acheté un bon outil, tu ne sais pas comment le configurer, bon, tu vas aller chercher des experts pour le configurer pour toi. Par contre, quand tu outsources tes opérations, mettons ton SOC ou whatever, la responsabilité, tu l'as transférée, mais l'imputabilité, c'est toujours la C'est tienne, la Eric. tienne toujours. Tout à fait. C'est toi le responsable de la cyber de l'entreprise. C'est ton président qui va parler aux médias quand tu as une attaque ou tu as une brèche ou whatsoever. Fait il faut constamment être en communication avec la compagnie externe pour être certain qu'ils sont en train d'exécuter un bon travail pour Ouais, toi tout à et fait. en finale, tu reçois des bonnes informations parce qu'en bout de ligne, c'est toi l'imputable dans l'histoire. Tout à fait. Puis j'étire le concept un peu au niveau du CIO pour n'importe quel service hein, qu'on va outsourcer ou qu'on va utiliser, un MSP, ces choses-là. Hein. J'aime beaucoup ton expression. On délègue une responsabilité, mais on ne délègue jamais une imputabilité, en effet. Et la dernière perception, on m'a dit la ségrégation des tâches. Hein, souvent, là, c'est comme non, 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 pas besoin de faire ça chez nous, là. Pourtant, c'est pas là pour rien, puis c'est un concept qu'il faut vraiment prendre au sérieux, là. Exactement, exactement. Et on revient au même point que le gars TI, c'est mon gars TI qui va faire tout dans l'organisation. Euh, moi, je dis toujours, tu sais, un policier peut pas investiguer un policier. Fait que ça prend, ça prend une ségrégation dans les duties. Fait que, même au sein de même équipe, tu donnes pas les mêmes accès à tout le monde non plus. Je veux dire, la personne senior de ton équipe va avoir un accès admin, ta ressource junior va avoir un accès un peu plus restreint parce qu'il va falloir qu'il apprenne puis qu'il grandisse dans l'équipe. Mais ça, c'est un point. Le deuxième point, c'est que si tu n'as pas de ségrégation, et, pour les gens techniques, là, ils vont comprendre, tu utilises le même compte partagé. Après, une intervention, c'est Eric qui l'a fait ou c'est Mehdi qui l'a fait? Tout à fait. C'est jamais clair. L'investigation. C'est jamais clair. Exactement. Surtout quand tu as un incident et puis tu commences à faire l'investigation, tu dis, ben, le compte XYZ a fait telle affaire, mais XYZ, ça appartient à qui? On n'a aucune idée. On ne sait pas. Exactement. Exactement. Donc, c'est plusieurs perceptions. Maintenant, la complexité. J'ai levé ma main. Je ne sais pas pourquoi j'ai levé ma main. La complexité maintenant, hein? Euh, c'est de plus en plus complexe. Il me semble qu'on entend des attaques de plus en plus sophistiquées. Mais dis, dresse-nous le portrait un petit peu, là, peut-être en commençant avec le volet de la surface d'attaque qui s'élargit maintenant. Hein. Absolument, absolument. Surtout depuis le COVID qui nous a aidé à apprendre à travailler à distance, ben, ça a ajouté une complexité gigantesque dans notre travail. À l'époque, tout le monde était au bureau, puis c'était vraiment rare que les gens ils se connectaient ou à Remote VPN. Aujourd'hui, on travaille de partout dans le monde. Il y a plein d'outils. À tous les jours, on entend un nouvel outil de AI qui apparaît dans le monde, et puis là, il va falloir que tu fasses un assessment. Il va falloir que tu regardes où sont les données. Il va falloir que tout le travail qu'on fait à tous les jours, là, une analyse de risque et tout ça. Fait que la surface d'attaque est énorme et ça agrandit, là, ça Ouais, s'arrête pas. Donc, ça rend notre travail beaucoup plus compliqué aussi. tout à fait, tout à fait. Les réglementations, hein, on est dans des sociétés, nos sociétés sont très, très réglementées. Au Canada, on est fort là-dessus, en Europe aussi. Fait que ça ajoute un volet important, là. Absolument. Et là, on est chanceux que le gouvernement n'a pas assez d'argent pour courir après les entreprises pour chercher des preuves de la loi 25. Tout à Mais fait. la journée qui commence à auditer les entreprises, ça va aller mal. Là. Tu l'as mentionné qu'il y a
la majorité de nos entreprises canadiennes ne sont pas prêtes pour même pas la cybersécurité, imagine la loi 25. Fait que, Ouais. la réglementation et aussi la réglementation sectorielle aussi là, dans tout ce qui est, mettons, comme j'ai mentionné, commerce de détail avec PCI, domaine d'énergie avec NERC et ainsi de suite. Ça ajoute une couche supplémentaire dans notre travail, dans tout ce Ouais. qui est la conformité et puis la cybersécurité. Et peut-être un petit point sur la loi 25, Mehdi, je pense que c'est important parce que je me suis fait poser la question récemment. Ah oui, vous considérez la loi 25 chez vous comme un élément de la cybersécurité? Et la réponse, c'est oui, hein, parce qu'il y a un requis où on doit démontrer qu'on a un inventaire, qu'on sait où sont nos renseignements sensibles. Et c'est pour ça que chez nous, on inclut ça dans le sujet de la cybersécurité. C'est important. Et l'autre point mentionné, il y a des gens des fois, on nous dit au niveau de la loi 25, ouais, mais moi, je n'ai pas de données de clients. Non, mais les données de tes employés, c'est des renseignements sensibles. Donc, c'est vraiment vaste à ce niveau-là. Tu parlais de l'IA, hein? L'IA est partout, mais l'IA, les hackers l'utilisent aussi, là. La menace évolue constamment. C'est une science, si on peut dire, qui évolue toujours, là. Absolument. Et j'ai pas envie de dire que les malfaiteurs sont plus intelligents que nous, mais je pense qu'ils sont plus organisés que nous. Ouais, et plus agile, hein, Euh, peut-être Ils aussi. sont plus agiles et puis ils s'entraident entre eux. Tu sais, sur le dark web, tu es capable, en fait, ils, ils se connaissent et puis ils savent dont tu as besoin et ils t'appellent, dis Eric, je sais que tu es en train de travailler sur telle cible. Moi, j'ai des informations à te fournir. Est-ce que tu es intéressé? Bon, ils vendent l'information, bien sûr. Mais ce qui est un peu bizarre, c'est qu'entre nous, les experts cyber et puis les entreprises, étant donné que on ne veut pas se faire traiter comme incompétent, des fois, quand on a une attaque, on le protège puis on partage Ouais, avec personne. Alors que si je suis capable de partager une information avec un de mes collègues, peut-être il va être capable de protéger son entreprise en même temps tout à aussi. Fait fait, que tout à fait. et oui, tout à fait. Je pense que le danger de l'IA, c'est que actuellement, il y a un trend que les attaques seront faites et le scénario d'attaque est construit par la IA. Wow, wow, wow. La pénurie, la difficulté d'avoir des ressources qualifiées, hein. On parlait tantôt, c'est important d'avoir des gens qualifiés pour configurer nos super d'outils puis maximiser la technologie. C'est une préoccupation et c'est vraiment un enjeu pour les organisations, là. Absolument, absolument. Non seulement la pénurie, mais aussi les gens qui changent de travail après 2 mois et demi aussi. Là, Ouais, je veux dire, on ne peut pas empêcher les gens de changer le travail, mais malheureusement, c'est devenu c'est une mode là aujourd'hui. Fait que oui, les ressources sont limitées. Tu engages quelqu'un, tu la formes, puis après 6 mois plus tard, tu la perds. Fait que, je pense que c'est un défi qu'on vit actuellement dans toutes les entreprises, surtout les PME. ouais, tout à fait. Ouais, les PME encore plus, hein, avec les contraintes budgétaires qu'ils peuvent avoir à ce niveau-là. Aussi, l'aspect de se mesurer et de connaître notre posture, là, qui est une complexité pour les organisations, là. Absolument. Et je vais expliquer mon commentaire. Je ne dis pas qu'il faut avoir la politique pour tout, mais il faut avoir un framework du Hmm. travail. Il faut avoir une gouvernance. Quand tu as, quand tu as un framework dans ton organisation, après, tout ce que tu suis, c'est basé sur ce framework-là. Et là, après, tu es capable de te mesurer la posture avec les KPI basés sur ces frameworks-là. Je ne recommande pas de faire un travail de 2 ans et demi pour bâtir pour adopter un framework. Il faut le faire rapidement et il faut le faire euh, basé sur la taille de l'entreprise puis les opérations. Donc, il faut textualiser le choix de framework pour l'organisation. Oui, important, important en effet. Et enfin, la pression des clients, de nos clients, mais même de nos fournisseurs, hein, Mehdi, dans les Exactement. deux cas, selon votre secteur d'activité, là. Tout à fait. Ben, écoute, c'est un sujet qui me fascine aussi parce que souvent, tu sais, dans le passé, on donnait un travail
on donnait comme sous-traitant un travail à quelqu'un et puis on vérifiait même pas sa posture de cyber. Il se connectait sur notre environnement. Ah ouais, t'as besoin de te connecter à VPN, je vais t'envoyer un compte. On a vécu tellement d'attaques via les sous-traitants. Écoute, Target, c'est un bon exemple. Tout à Le gars fait. de HVAC qui arrive dans la salle serveur, il branche son laptop et merci, bonsoir, c'est Ouais. end of the story. Fait il y a eu tellement d'attaques côté des tierces parties fournisseurs que là, les entreprises, ils disent, oh, attends un peu, là, on va lui demander quand même un petit certificat sur le type 2 là, pour Ouais. commencer. C'est le minimum qu'on peut faire. Fait que, oui, c'est super important de savoir avec qui on fait l'affaire. C'est ça. Et de l'autre côté, la pression que ça met sur les organisations, justement, pour respecter ces différentes réglementations-là, certifications que vos clients et vos Exactement. fournisseurs avec qui vous travaillez peuvent demander. Donc, ça ajoute à la complexité. Euh, Mehdi, le titre de notre webinaire, hein, on parle d'avoir une espèce d'approche intégrée. Donc, si Mhm. aujourd'hui, je suis sensibilisé, là, on a vu les statistiques, honnêtement, c'était épeurant. Je ne suis pas à l'abri. J'ai beaucoup de choses à considérer, ça évolue beaucoup. Quel genre d'approche je devrais avoir, là, pas si je veux, car je dois m'occuper de la gestion des cyberrisques dans mon organisation? En fait, ça prend une approche holistique bout à bout. Premièrement, tu devrais voir ce qu'est ta posture actuelle. Tu peux pas bâtir quelque chose sur quelque chose que tu connais pas. Tu peux pas bâtir un programme sur quelque chose que tu connais pas. Fait que tu fais un audit, tu identifies tu fais une analyse de gap, Mhm. tu fais un audit, tu identifies ce qui manque dans ton environnement, et puis après, moi je recommande pas attaquer tout de suite. Je recommande Ouais. de step back, regarder les exigences pour l'entreprise, les requis, bâtir un plan qu'on appelle roadmap. Mhm. Euh, Ma préférence, c'est roadmap 1 an et 3 ans. 3 ans, c'est un peu plus haut niveau. 1 an est beaucoup plus dans les détails. Et puis après, tu prends ton roadmap de 1 an, tu exécutes un par un et tu Ouais. tombes dans l'action. Tu prends Mhm. des ressources un peu plus techniques qui peuvent mettre la main dans la pâte et puis qui commencent à exécuter. Après, ce qui est important, c'est que c'est le suivi de l'évolution de ce roadmap-là, avec les KPI, avec la gestion de projet. C'est c'est vraiment très important de démontrer à ton patron que ben là, tu as investi dans la cybersécurité, je t'ai convaincu, là, voici le résultat. On était nos KPI au début de l'année 2025 était ça. Aujourd'hui, on est en mois de juin 2025, moitié de l'année, on est rendu à ça. Fait il va voir l'évolution. Après, si on s'évolue pas avec les KPI, il va se Ouais. poser la question, Ah bon, ouais, est-ce que c'est ça. l'investissement que j'ai fait, ça valait la peine ou pas? Donc, vraiment, l'approche Mehdi, hein, je prends une photo de ma situation. Ensuite, je dois mettre en place un plan pour rehausser ma maturité qui va être pragmatique à mon organisation, évidemment. Et ça doit faire partie de mes opérations ensuite, hein, ça doit devenir un réflexe. C'est pas un projet s'occuper de la C'est un cybersécurité. C'est quelque programme. chose que je dois un programme. Tout à fait, tout à fait. Euh, le CISO 360 as a Service, c'est une approche qu'on a, je pense, Mehdi, hein, si on revient à la mission du CISO, hein, et on utilise beaucoup le terme CISO, là, il y a peut-être des gens qui sont peut-être pas familiers avec. On parle du Chief Information Security Officer, en bon français, notre chef de la cybersécurité à l'interne. Hein, sa mission n'est pas juste, là, on a fait le tour puis tu as donné des bons exemples, mais dit pas juste s'occuper, est-ce que nos ordinateurs et nos serveurs ont les bons correctifs, puis j'ai un mot de passe qui dit de long puis qui est complexe. Et le ciseau doit s'occuper, doit être préoccupé, doit avoir dans sa portée un ensemble d'éléments qui doivent être sur son radar et ça ajoute évidemment à la complexité, hein, comme on disait tantôt. Chez nous, évidemment, on est très préoccupé par ça et on respecte le plus possible cette mission-là du chef de la cybersécurité. C'est pour ça qu'on découpe ça en un package de base et des options
ensuite à la carte. Mais dis peut-être tu nous expliques là, la base vraiment, là, ça va être quoi? Que- euh, Comme tu l'as bien mentionné, la mission d'un responsable de la cyber, c'est tout, tout ce qui touche la cyber, la surveillance, la conformité. Tu sais, des fois, dans certaines organisations où il y a des équipements OT, Operational Technology, les gens ils disent, ouais, mais ça, c'est des opérations de field, ça n'a rien à voir avec le ciseau ou la cybersécurité. Non, 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 ça rentre dans le même bucket. La sensibilisation, le responsable de la cybersécurité est le responsable de tout ce qui touche la cyber dans Ouais. n'importe quel domaine, même assurance. Nous sommes impliqués dans tout ce qui est le magasinage d'assurance, c'est quoi notre appétit de risque, à quel point on veut dépenser de l'argent et ainsi de suite. Fait oui, le package de base, c'est tout ce qui est vraiment nécessaire. Euh, euh, If you have it, you'll die. If you don't have it, you'll die. Donc, tout ce qui est les contrôles de base, la loi La 25, loi méga 25, tout à fait. importante pour nous au Québec. Un petit suivi opérationnel pour être certain que les roues tournent. Et puis après, ben, les KPI pour montrer à la haute direction pour dire que, bon, voilà, aussi le trend que nous avons dans notre environnement. C'est ça, se mesurer, puis voir les tendances, puis voir qu'on s'améliore et rétroaction là-dessus continuellement. On va parler, on va donner un exemple un petit peu plus loin, mais vraiment dans les modules aussi, des fois, les gens ne voient pas là, dans les options qu'il y a plus bas que vous voyez à l'écran. Hein, les statistiques tantôt nous disaient que les organisations ne sont pas prêtes à se relever. Ben, c'est là que des solutions de DR as a Service vont venir nous aider. Il y a d'excellents fournisseurs, d'excellents partenaires à nous aussi dans l'écosystème qui vont aider les organisations là-dessus. La réponse aux incidents, hein, avec passez-moi l'expression, là, if shit happen, qu'est-ce qu'on fait? Les tests d'intrusion, moi personnellement, Mehdi, dans ma carrière, on faisait des tests d'intrusion et on faisait faire des tests d'intrusion et c'était hyper pédagogique pour l'équipe de voir comment l'organisation, le Ethical Hacker, s'était rendu chez nous. Les programmes de sensibilisation, hein, on a parlé, c'est pas juste l'externe, l'interne. J'ai un client qui me disait récemment, on est à un mauvais clic d'un utilisateur d'être dans le trouble. Donc, la Tout à fait. sensibilisation, la formation, on a parlé d'outils, donc c'est tout l'écosystème là, qui fait partie de la mission du CISO. On parlait de KPI, mais dit, hein, on a quelques exemples ici, là, peut-être revenir un peu sur comment qu'on devrait se mesurer, quelques exemples. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, habituellement, on a la tendance de fournir des informations un peu plus techniques à la haute direction qui sont malheureusement pas trop concernées. Ces informations-là, je veux dire, je pense il va falloir ramener un peu de langage de business dans nos propos pour pour attirer leur attention, pour qu'ils comprennent que la cybersécurité est importante parce que si on se fait attaquer, ben, il va y avoir une perte de revenus, perte d'argent et ainsi de suite. Fait que les KPI sont super importants et les KPI, en fait, business sont très importants pour la haute direction. Tout à fait. Puis c'est important hein, d'avoir le bon tableau de bord pour la bonne audience. Hein. C'est un peu ça que tu nous dis là, à l'interne, le ciseau avec mon équipe, on va regarder certains indicateurs, mais quand je vais faire un état des lieux au conseil d'administration, c'est un autre langage que je dois avoir. Donc, d'avoir le bon set, pardon, excusez-moi l'anglicisme, là, mais Ensemble. le bon ensemble d'indicateurs à ce niveau-là, c'est très important. Euh, donc, comment qu'on fonctionne rapidement chez Fissio à ce niveau-là? Je ne veux pas faire un pitch de vente là, du tout, mais je vais prendre un petit 5 secondes. On peut faire une évaluation là, pour ceux qui sont intéressés à aller plus loin. Là, une petite évaluation gratuite d'une heure là, pour voir un peu avec vous l'état de la nation, voir les choses, et ensuite de voir justement comment on peut procéder, comment vous pouvez être accompagné, comme il dit, l'expliquait bien dans l'approche 360, la découverte, la stratégie qu'on met en place, et ensuite comment
qu'on instaure ça là, dans nos opérations. Mehdi, on arrive à la fin, on a respecté notre temps, on n'est pas toujours bon là-dedans. Aujourd'hui, on s'était dit qu'on serait plus discipliné pour donner plus de temps aux questions et donner du temps aux gens. Peut-être, on refait peut-être un petit wrap-up. D'abord, ce qu'on dit, c'est tout le monde dans l'organisation doit être impliqué, right? Hein? Tu l'as bien expliqué. Donc, c'est vraiment de l'utilisateur à la haute direction. Donc, ce n'est pas que les TI, ce n'est pas qu'un département au TI, mais Eric, moi, je dis de la haute direction aux ouais, utilisateurs. top-down, hein, c'est ça. L'ordre est important. Tout à fait, c'est un bon point. Personne n'est à l'abri, peu importe mon organisation. Donc, ça, Absolument. C'est c'est la question de quand et non pas si. et tout à fait, tout à fait. Peu importe la taille, peu importe le secteur d'activité, tout le monde est vulnérable, malheureusement, aujourd'hui. Se mesurer, comme on disait, nous emmène, hein, on doit mettre en place les processus d'amélioration continue. Donc, c'est jamais terminé, cette histoire-là. Ça doit devenir un réflexe dans nos opérations. Et l'importance du programme intégré, là, comme on disait, là, vraiment, là, d'avoir le bout en bout. Là. Donc, d'abord, on pose le diagnostic, on met en place notre stratégie, et ensuite, on doit opérationnaliser tout ça. Je pense qu'on a respecté notre temps. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Peut-être, Anita, ouvrir voir un peu qu'est-ce qu'on a Oui. comme question pour les gens. Euh, j'ai une première question. Existe-t-il encore des cas où une stratégie on-prem est préférable pour la sécurité ou le cloud peut-il couvrir tous les cas d'usage avec les bons outils? Excellente question. Mehdi, je te laisse celle-là. Je vais Oui. donner, ouais, c'est ça, je vais donner la réponse plate, ça dépend. Mais non, je vais expliquer. En fait, le cloud a beaucoup évolué. Hein. Le cloud n'est plus pareil qu'il y a 15 ans. Là. Aujourd'hui, le cloud peut être très, très, très sécure si nous le rendons sécure. On dit toujours la même chose, que ce soit on-prem, que ce soit dans le cloud. Si moi, en tant que l'administrateur, je fais une gaffe et je mets une mauvaise configuration en place, je mets en péril la posture puis la situation de mon entreprise. Fait que la réponse est oui, et ça dépend de l'industrie aussi. Dans certaines industries, comme où il y a des équipements OT, qu'on ne peut pas vraiment trop ouvrir le cloud pour ces équipements-là, on va prendre une approche hybride, si vous voulez. Euh, un morceau qui reste en-prem, un autre morceau qui va parler avec le cloud. Là, je rentre un peu dans le jargon technique, la segmentation du réseau, Oui, oui. le flux de données pour être certain que tu peux sortir vers le cloud, mais le cloud ne peut pas sortir dans ton environnement. On est en 2025, la technologie, on a la high-tech, haute technologie, fait qu'on est capable de tout faire aujourd'hui, que ce soit dans le cloud, que ce soit en prime. Le cloud, il y en a énormément de solutions très intéressantes pour sécuriser des environnements. Et Mehdi, j'ajouterais quelque chose que tu disais tantôt, hein, on n'est vraiment pas anti-cloud, au contraire, là, ça fait partie du coffre à outils qu'on a accès aujourd'hui, il faut l'exploiter. Ces entreprises-là ont des moyens financiers souvent pour gérer la sécurité qu'on n'a pas. Néanmoins, pour reprendre le terme que tu disais tantôt, hein, on délègue une responsabilité, mais on demeure imputable. Alors, je pense que ton commentaire était évidemment très pertinent pour cette question-là. Anita, est-ce qu'on a d'autres questions? Oui. C'est quoi le rôle d'un avocat dans un incident de cybersécurité? Ah, ça, c'est une bonne question, hein? On peut se demander, parce qu'en effet, on avait la petite case, mais dis, je pense que Ça, tu as c'est une souvent eu la question excellente. d'ailleurs. Oui, ça, c'est une excellente question. Et puis, malheureusement, je trouve que la haute direction, là, je parle vraiment dans notre société, là, je connais moins les autres provinces canadiennes, mais surtout ici au Québec, je pense que la haute direction ne connaît pas un cycle d'événements pendant un incident, dans le sens que la journée que
tu te fais encrypter, tes serveurs sont encryptés, et là, tu as deux choix, soit ramener ton business up and running en se fiant sur le backup, mais si ton backup n'a jamais été testé et puis malheureusement, pendant l'incident, tu te rends compte que euh, tu peux pas restorer tes backups, l'autre option, c'est payer le rançon. Nous, on ne conseille pas payer le rançon, absolument pas du tout. Mais des fois, tu arrives à un point que tu n'as pas d'autre choix, là, il va falloir que tu payes, sinon tu fermes la porte. Fait que c'est vraiment intéressant parce que le CA des PME, surtout, ou la haute direction, ils pensent que, bon, bah, je vais me connecter dans mon compte de banque et puis je vais payer 2,5 Bitcoin au malfaiteur et puis merci, bonsoir, je reçois ma clé de décryption et puis je suis en business. C'est plus compliqué que ça. Hein? C'est vraiment pas comme ça que ça marche. Il y a des avocats spécialisés dans les incidents de cyber qui devraient nous aider. Il y a des joueurs qu'on appelle breach coach. Cette personne-là, il prend la balle, il dit, reste en arrière, moi je prends la balle, je cours avec la balle. Lui, il travaille avec plusieurs d'autres organisations pour la négociation, pour le paiement, pour toutes les activités qu'ils vont avoir avec le malfaiteur. Lui, il va payer le 2,5 Bitcoin de la part de ton entreprise. Et le nom de ton entreprise n'apparaîtra jamais dans l'équation. Lui, il va avoir un chapeau de négociateur et puis il négocie. Tu sais, c'est à ça que ça sert les avocats. C'est à ça que ça sert des breach coach. Normalement, c'est la même équipe qui exécute ce travail-là. Je vais ajouter d'autres choses aussi. Les entreprises qui sont à la bourse, là, les médias, ils cognent la porte, ils veulent avoir des nouvelles. C'est qui va sortir, donner des nouvelles et puis des mises à jour? Ce n'est pas le président, ce n'est pas la communication interne non plus, parce que la communication cyber, c'est une expertise en soi. Fait que les entreprises devraient avoir un contrat quelconque s'ils n'ont pas de ressources à l'interne, seulement on n'en a pas, 99,99%. Il faut qu'ils fassent l'affaire avec les ressources externes, les experts de communication cyber pour qu'ils soient capables de drafter un petit message pour donner ça aux médias. Parce que tu ne vas pas donner trop d'informations, tu ne veux pas donner peu non plus parce qu'ils ne seront pas satisfaits. Fait que tu devrais trouver le sweet spot. Trouver ce sweet spot-là, c'est pas de ton travail, ce n'est pas le mien non plus, c'est pas le gars de cyber qui va drafter une communication pour toi. Ce sont des experts. Fait que c'est ça le rôle des avocats dans l'équation. Et c'est super important. Ça devrait faire partie du plan de la réponse aux incidents, de IRP aussi d'ailleurs. Ouais, vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Merci pour la question parce que le volet des avocats, en effet, on peut regarder l'image qu'on avait tantôt, puis on ne voit pas la pertinence, mais je pense qu'en effet, là, c'est une expertise qu'on a besoin. Les 47, on a encore le temps pour d'autres questions? Prochaine question. J'ai rien, j'ai pas de DR, pas de plan de réponse. Par quoi je dois commencer? Oui, ça, il y a des débats, hein, Mehdi, on a déjà eu la discussion là-dessus, toi et moi, on l'a à l'interne. Une organisation qui n'a pas de plan de recouvrement, qui n'a pas de plan de DR, qui a pas, en fait, qui n'est pas prêt, puis on voit les statistiques tantôt. Notre recommandation est vraiment d'y aller avec un plan de réponse, qui va être une forme de plan, un peu une recette qu'on va suivre, qui va inclure le plan de communication aussi, où on va se donner une forme de feuille de route qui va nous éviter d'improviser. On va identifier là-dedans des contacts qu'on pourrait avoir besoin. C'est d'imaginer un scénario alors qu'on est dans un état d'esprit qui est normal, on n'est pas en crise, de se bâtir son plan de réponse à ce moment-là. Je pense que c'est vraiment la première chose à faire. Évidemment, ce n'est pas complet. Ça prend un plan de recouvrement. Ça ne nous donne pas l'information sur quelle est la tolérance de mon organisation à perdre, par exemple, mon ERP. Est-ce que je peux tolérer 12 heures, 24 heures, une semaine? Donc, tous ces exercices-là sont nécessaires pour avoir les bons plans de recouvrement. Mais à la base, on suggère vraiment d'avoir un plan de réponse rédigé, accessible
ailleurs aussi, pas être sur nos serveurs. Ouais. Surtout les contacts, Eric, tu l'as mentionné, quand tu es dans le trou et puis tu es en train de courir partout, c'est pas le moment d'aller chercher le téléphone de monsieur X, Y, Z Exact. pour demander de l'aide. Fait que moi, je trouve que tu sais, c'est beau de l'avoir dans ton téléphone aussi, là, mais je pense que si c'est documenté quelque part, et tu l'as bien mentionné, si c'est sur ton serveur seulement, ben là, Ouais, rendu là, ça ne sert pas à grand-chose. Là. Moi, je tout à conseille fait. toujours une version papier quelque part accessible. Habituellement, les avocats de l'entreprise gardent une version papier, le Bon président point. garde une autre copie, les gars techniques gardent une copie. C'est un one-pager avec tous les contacts là-dedans. Là. Ouais. Donc, on a notre script pour éviter l'improvisation. Il était 49 peut-être. Anita, une dernière question. Est-ce qu'on a une dernière question? Oui, je suis responsable de la cybersécurité. J'ai de la misère à aller chercher l'appui de la haute direction. Avez-vous des conseils pour moi? Oh là là, ça c'est une réalité, malheureusement. Ouais, pas nouveau ça. Euh, Écoutez, c'est très difficile à répondre à cette question-là, malheureusement, mais je trouve que la façon la plus efficace et la plus courte, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, c'est d'associer de l'argent avec les risques que vous avez identifiés. Parce que c'est ça que ton président va comprendre. C'est-à-dire, Monsieur le Président, nous avons tel risque. Selon moi, le risque est élevé ou médium ou low, peu importe. Et si l'événement arrive, règle de plus, on va perdre X millions de dollars Mhm. pendant, je sais pas moi, 2 jours, 3 jours, whatever, que ton système est down. Je veux dire, ta ligne de production est down et tu es capable de quantifier l'argent le revenu de cette ligne de production. Moi, je pense que la façon la plus simple, c'est associer de l'argent au Ouais. risque. C'est Ouais, comme ça qu'ils vont tout à fait. comprendre. Tout à fait. Faut, comme on disait tantôt avec les indicateurs aussi, il faut avoir le bon langage avec la bonne audience et peut-être aussi emmener la discussion. Si je peux permettre, Mehdi, en complément, emmener la discussion avec la haute direction. Quelle est votre tolérance à perdre notre ERP? 24 heures, 48 heures, une semaine? Généralement, on voit quand on a ces discussions-là avec nos clients, ça réagit. Il y a des réactions. Donc, on est capable de faire notre bout de chemin là-dessus. Excellent. On est dans notre temps, donc ça va donner le temps aux gens d'aller faire ce qu'ils ont à faire avant la prochaine rencontre. Mehdi, merci beaucoup, toujours agréable. Crystal Clear, c'est de la bonne information, c'est très pédagogique. Anita, merci beaucoup. Merci à tout le monde d'être venu manger votre lunch avec nous autres. On apprécie et on va se revoir un peu plus tard. D'ici là, on vous souhaite un excellent été. On dirait que ça commence, là, ça s'en vient là. Donc, merci tout le monde, puis on se reparle plus tard. Bonne journée.